Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité de l'industrie ETF avec l'Observatoire ETF de Yomoni et son directeur des investissements, Olivier Malteste, à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On va parler de l'actualité ETF, mais un mot parce que Yomoni a eu l'excellente idée de mener une enquête avec l'IFOP. Non, mais sur les questions de fiscalité, les questions d'épargne. Alors, je crois que l'enquête a été menée dans le siège de la dissolution, c'est ça, Olivier ? Elle a été menée il n'y a pas très longtemps, mais avant en tout cas les annonces de Michel Bernier. En fait, ce qu'on a remarqué, on a eu beaucoup de clients qui, au moment de la dissolution aussi, nous ont appelés en étant inquiets globalement sur ce qui pourrait arriver sur leur placement, leur assurance vie, leur épargne. Donc, c'est aussi un moment où on avait vu beaucoup d'assurances vie luxembourgeoises revenir un petit peu en disant venez au Luxembourg, lorsqu'on ne savait pas exactement à quelle source on allait être mangé en termes de gouvernement. Et donc, on s'est dit, on va aussi interroger, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur le montant des déficits, le besoin aussi de rééquilibrer le budget et potentiellement d'augmenter les impôts. Donc, à la fois pour savoir si les Français étaient inquiets sur ce qui allait leur arriver et sur ce que eux ils préféraient, entre guillemets, ou là où ils pensaient que c'était intéressant de monter les impôts. Face à la tentation fiscale, quitte à choisir où est-ce qu'on serait le plus à l'aise, quoi. Exactement. Et donc, en fait, ils sont plutôt favorables à une hausse d'impôts pour les ménages les plus aisés, donc à 74%, y compris, en fait, les clients, les Français, les plus aisés. Ouais, je comprends. On a un sondage représentatif de la population. Et ils sont, par contre, encore plus confiants et insistants sur le fait de taxer les grosses entreprises, donc celles qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc là, on est à plus de 80%, on est à 81%. Ils ont été écoutés de ce point de vue-là. Ils ont été écoutés. On imagine qu'ils font aussi leur sondage en termes... C'est quoi leur ligne rouge, en fait ? C'est l'épargne, en fait. Ils sont inquiets, évidemment, sur la taxation de leur épargne. Ils sont à 66% contre une taxation des PEA et des PER, donc sur des choses comme ça, et un petit peu moins, donc 63% aussi sur l'assurance vie. Et évidemment, ce qui est assez naturel, c'est que lorsqu'on regarde vraiment sur ceux qui détiennent à la fois une assurance vie ou un PEA ou un PER, là, on est à plus de 7 Français sur 10 qui sont contre une augmentation des taxes sur leur épargne. A priori, le projet de loi de finances préserve les aspects fiscaux de ces produits, et notamment du PER. C'était un sujet de débat dans le projet de loi de finances. Voilà, dans le projet de loi de finances. Venons-en. Oui, il y a la moulinette parlementaire qui va arriver, donc on verra bien ce qu'il en ressort. Venons-en à l'actualité de l'industrie ETF, à commencer par les flux. On avait fait le bilan de l'été avec vous le mois dernier, des mois de juillet et août. Que s'est-il passé en septembre concrètement, Olivier ? C'est encore un très très bon mois sur le mois de septembre. On est à 21 milliards de souscriptions du coup sur le mois. Si on regarde depuis le début de l'année, on est à 164 milliards de souscriptions sur le marché des ETF en Europe, à rapporter à 167 milliards sur toute l'année 2023. Donc, pratiquement déjà fait l'équivalent de l'année 2023. Donc hormis vraiment catastrophe, ça devrait être un très bon cru l'année 2024 sur le marché des ETF. Et donc on est à 21 milliards sur le mois de septembre, donc encore un très très bon mois. On voit, lorsqu'on voit les graphiques, c'est quand même une très très bonne année, l'année 2024. Et lorsqu'on regarde, les actions continuent évidemment à le plus collecter. On a 15 milliards et demi de collecte au niveau des actions. Et sur les actions, on est déjà depuis le début de l'année à 116 milliards de collecte. Et là, on a dépassé déjà l'année 2023 parce qu'on était à 105 milliards. Donc, on fait déjà plus en termes de collecte actions depuis le début de l'année que 2023. Donc on est à pratiquement 15 milliards et demi sur les actions, 5 milliards et demi sur les obligations. Donc là, on a un schéma de répartition un peu classique, qu'on avait déjà vu au mois d'août, avec les obligations qui font environ un tiers de la collecte action. Bon, si on regarde un peu dans le détail, effectivement, quel type d'action, quel type d'obligation est-ce que les investisseurs plébiscitent à travers ces chiffres, notamment Alors sur les actions, on reste sur les grosses capitalisations, notamment donc mondiales et américaines. Donc ça pas de nouveau, c'est vraiment la tendance qu'on a vu toute l'année. La nouveauté sur le mois de septembre, c'est qu'on a un retour sur les grosses capitalisations européennes. Donc au mois de septembre, donc on a vu ce retour-là. Je parlais tout à l'heure. Sur l'Europe, quoi. Voilà, sur l'Europe. Donc il y a ce retour-là et un retour aussi. Donc dès septembre sur les marchés émergents, donc avant le plan de relance chinois et ainsi de suite. Donc il y a quand même eu un retour en septembre aussi sur les marchés émergents. Donc ça c'est les deux nouveautés sur le mois de septembre. Ce que je trouve aussi intéressant lorsqu'on regarde les 5 ETF qui ont le plus collecté globalement en Europe,
Donc ils sont évidemment beaucoup sur les US, il y en a 4 sur les S&P. Mais sur les 4 sur le S&P 500, il y en a 3 qui sont en equally weighted. Et donc on voit aussi cette tendance aussi. Les stratégies changent quand même. Exactement, retirer un petit peu sur la concentration. Lorsqu'on regarde sur décollecter en actions, la tech a décollecté en actions sur le mois de septembre. Intéressant. Ainsi que l'énergie et les actions aussi japonaises. Mais on voit, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que ça reste très US sur sur ce qui collecte le plus. Mais plus large. Exactement. On veut capter quelque chose d'un peu plus large que les seuls 7 magnifiques, pour dire les choses. C'est exactement. Ça. Exactement. On attaque beaucoup la gestion indicielle en disant c'est très concentré et on voit que dans les flux des ETF, on reste en gestion indicielle, mais on va sur des choses du coup equally weighted qui vont minorer la tech et qui vont rééquilibrer un petit peu et participer à l'élargissement du rallye qu'on a pu observer un petit peu depuis le mois d'août. Bon, on a beaucoup raconté quand on regarde le facteur ESG que c'était un peu l'encéphalogramme plat en termes de dynamique au cours de cette année 2024. Est-ce que le mois de septembre est dans cette lignée-là Ça revient un petit peu, c'est-à-dire qu'on a 17% de la collecte s'est portée sur des ETF ESG. Donc ça revient, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau du stock, de vraiment des encours, on est plutôt aux alentours de 22-23, donc on est encore un petit peu en dessous des encours, mais on est à 17%, donc on revient sur quelque chose de plutôt en ligne par rapport à ce qu'on observe historiquement. Et donc on est plutôt à 16% côté action et côté obligataire à 21,5%. Donc on voit que en termes de flux, donc sur la courbe bleue, on reste plutôt stable. Du coup, on arrête de perdre en part de marché. Et donc ça revient un peu, parce qu'on a eu quand même depuis le début de l'année très peu de flux. On verra si c'est une tendance qui se prolonge, effectivement. Non, mais effectivement, oui. On voit ça et on voit qu'il y a quand même beaucoup de recherches et beaucoup de lancements aussi d'ETF, avec des tentatives aussi pour limiter tout ce qui est tracking error, parce qu'on le sait, depuis que les performances ont été un peu décevantes en 2022 évidemment et aussi 2023, il y a vraiment beaucoup de recherches. Il y a un peu de re-engineering de ces ETF ESG effectivement pour arriver à offrir des comportements donc extra-financiers, prendre en compte ça, mais en essayant de limiter au maximum la tracking error, ce qui n'est pas forcément évident, mais il y a beaucoup de recherches sur ces sujets-là. Ouais. Bon, on a eu publication trimestrielle de BlackRock tout à l'heure. Je crois que les encours fin Q3 sont montés à 11,5 trillions de dollars. Voilà. Oui, BlackRock en termes le palmarès chaque mois avec vous, podium des émetteurs. Ils sont toujours à plus de 40% de part de marché sur les ETF globalement. Ils font aussi du coup toujours premiers en termes de collecte aussi sur le mois de septembre. Lorsqu'on regarde les 5 premières, donc il n'y a pas de changement en termes de classement ni sur la collecte mensuelle ni évidemment sur le stock, sur la répartition des encours. Mais lorsqu'on regarde, on parlait de concentration tout à l'heure au niveau des indices, mais lorsqu'on regarde les 5 premiers font plus de 90% de la collecte mensuelle. Donc on voit qu'il y a vraiment des flux qui vont sur les 5 premiers acteurs, BlackRock, Amundi, DWS, Vanguard. À noter sur le mois de septembre, Invesco qui fait un bon mois de collecte. Et sinon, on a quelque chose relativement en ligne par rapport aux tailles de chacun des émetteurs. Bon, septembre qui a été aussi un mois dynamique sur le plan des lancements de produits. L'été étant une période peut-être un peu plus calme, un peu plus creuse. Mais du coup, septembre, de ce point de vue-là, lancement de nouveaux produits, l'activité a vraiment repris là. On est revenu sur 22, donc émission de 22 nouveaux ETF. Globalement, 10 obligataires, 12 actions. Donc c'est relativement bien réparti. On a aussi 12 ESG, donc dans le comportement financier. Donc, toujours. En origination, l'ESG est toujours très présent. Exactement. Les émetteurs continuent à penser que les flux reviendront et que c'est qu'un passage. Donc ils continuent de chercher à élargir les gammes, à le faire de manière un peu différente. Donc ça, c'est intéressant. Et dans les choses un petit peu intéressantes, il y a un nouvel émetteur sur le côté des ETF à maturité. Donc on a à nouveau un DWS qui est venu rejoindre la bande. Et ce que je trouve aussi intéressant en termes de nouveaux émetteurs, là pour le coup, c'est la présence maintenant d'Intesa Sanpaolo qui a lancé une gamme d'ETF. Donc ils ont appelé DX ETF. 6 ETF, 3 actions, 3 obligataires. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une banque privée en fait qui émet du coup et qui s'est associée de manière à sortir ses propres ETF, donc avec ses propres indices un peu différents. Ça nous dit quoi ça, Olivier ? De l'enjeu pour une banque privée, du marché actuel des ETF pour des clients privés. C'est ça, donc nous on milite sur la démocratisation des ETF depuis très longtemps, on n'est pas seul à le faire. Et là on voit que du coup les clients privés commencent certainement à demander de plus en plus à pouvoir également investir sur les ETF, non plus uniquement les institutionnels mais également les banquiers privés. Et que les banques privées, peut-être, en tout cas une première, commencent à se dire, plutôt que d'aller proposer des émetteurs externes, pourquoi je ne ferais pas mes propres ETF. Donc c'est une toute petite gamme, c'est assez anecdotique. Non mais c'est pas une petite banque.
Intesa, c'est pas une petite banque. Le marché italien n'est pas le marché le plus développé en Europe. C'est vraiment l'Allemagne sur lequel on a vu beaucoup de flux il y a depuis plusieurs années qui arrivent très fortement. Donc l'Italie n'est pas non plus dans les précurseurs, mais on voit et on sent vraiment cette pression de plus en plus de la part des clients certainement qui ont poussé la banque Intesa du coup à lancer sa première gamme d'ETF. 6 ETF vraiment ESG, donc un petit peu différent, mais c'est vraiment, je pense, pour garder cette relation avec leurs clients et proposer leurs propres produits face à la demande. Donc j'ai trouvé ça point très intéressant, effectivement. C'est un vrai marché de demande là, des clients privés pour cette offre ETF. Comment est-ce que vous pilotez le positionnement des stratégies là, pour le compte des clients de YoMoney aujourd'hui dans un environnement un peu bruyant, on va dire les choses comme ça, de marché? On avait été relativement prudent en septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se disait qu'il n'y avait pas trop de catalystes. En fait, le marché du coup a bien pris la baisse des 50 points de base. Donc on est revenu sur une neutralité sur le point action-obligation. En termes de pari, donc on a un pari sur les actions américaines, mais nous aussi en equal weight, donc un petit pari. Donc on a voulu rester sur les actions américaines et avec ce pari, mais en sortant un petit peu de la tech. Et on est venu sur 2 petits paris sur à la fois le Japon et les marchés émergents, parce qu'on pense qu'effectivement, au moins à court terme, la Chine peut arriver quand même à essayer de relancer, à peut-être potentiellement d'autres plans derrière pour arriver à continuer un petit peu ce qu'on a vu très vite. On pense aussi que le Japon pourrait bénéficier du coup d'un retour un petit peu de la croissance chinoise. Ça peut être vertueux pour ces pays-là. Et en plus, on pense que les marchés chinois qui a été relativement chahuté par le nouveau Premier ministre, en fait, c'est un petit peu amplifié par les marchés et que ça devrait se calmer et que la ligne ne devrait pas énormément changer et que donc du coup, il y a un intérêt aussi tactique un petit peu à jouer le Japon. Le Japon ne va pas se mettre à monter les taux à 50 points de base. C'est pas ce qui est prévu pour l'instant. Merci beaucoup Olivier, merci de venir nous voir chaque mois pour nous éclairer sur l'actualité de cette industrie ETF. Vous en êtes un spécialiste, bien sûr. Olivier Maltès, directeur des investissements de YoMoney, était avec nous en plateau.